avec stratégie et dévouement. Je pense que l'âge aussi devient pour vous un frein pour cette lutte. Je sais que vous dites, oh, moi je suis en âge aujourd'hui, j'ai 74 ans aujourd'hui, Fort Gnassingbé n'a qu'à rester là, parce que dans 6 ans j'aurai 80 aux élections de 1958. Nous sommes dans le mois de janvier, un mois décisif pour notre lutte politique dans notre pays. Ce mois constitue un tournant autoritaire du système despotique de Gnassingbé de 1963 à 1967. L'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963. Lors d'un coup d'État militaire qui a marqué le début de l'instabilité dans notre pays. Et c'est Étienne Général Eyadéma, le despote, le dictateur, le sanguinaire, qui a changé qui a basculé notre pays dans cette souffrance avec certains militaires. Oui, une attaque contre la résidence du premier président démocratiquement élu. Le père de l'indépendance, le père de la nation, parce que Étienne Eyadéma n'est pas le père de la nation togolaise, ni le père de l'indépendance dans notre pays. C'est un assassin, un criminel qui a basculé notre pays dans la souffrance jusqu'à présent. Et c'est vers 23 h, un 12 janvier, un commando de militaires, je vais donner un peu de récit pour ce qui s'était passé. Un commando de militaires à la tête Emmanuel Beaujolais, principalement des anciens combattants de l'armée française non intégrés à l'armée togolaise, attaque la résidence partagée, attaque la résidence privée du président, le chef de l'État, M. Sylvanus Olympio. M. Sylvanus Olympio a échappé en sautant par-dessus un mur mitoyant pour se réfugier dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Au matin du 13 janvier, vers 7h15, il est découvert par les militaires à leur tête Emmanuel Beaujolais, alors qu'il se cachait dans un véhicule à proximité de la porte de l'ambassade. Il est abattu. Je me suis posé mille et une questions. Pourquoi est-ce que le père de l'indépendance, le panafricain Sylvanus Olympio, n'a pas été arrêté? Pourquoi ces militaires ne l'ont pas arrêté et ont préféré l'abattre
Pourquoi ils ont préféré l'abattre de plusieurs balles à bout portant? Car il n'y avait pas de résistance. Il était seul face à ces mutants. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Et ont préféré l'abattre comme un animal de plusieurs balles à bout portant. Parce que la France en a décidé et elle a donné l'ordre. Pourquoi? Parce que notre président, le père de l'indépendance et le père de la nation togolaise, M. Sylvanus Olympio, s'apprêtait à sortir du franc CFA pour créer une monnaie nationale. Voilà une décision qui menaçait les intérêts coloniaux français. Voilà le pourquoi ils ne l'ont pas arrêté. Ils ont préféré l'éliminer. Le crime du président, le père de la nation et le père de l'indépendance, son crime, c'est de décider que son pays soit indépendant financièrement. Voilà le pourquoi ils l'ont éliminé. Avant son exécution, le 12 décembre 1962, le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, fait voter la loi numéro 62-20 portant création de la Banque centrale du Togo et approuvant ses statuts. Voilà un monsieur qui a quelqu'un qui veut que son pays soit indépendant. Il veut une vraie libération de son pays. Donc, après avoir voté cette loi, donc le projet prévoyant le lancement de la monnaie togolaise est prévu pour le 15 janvier 1963. Pour garantir la stabilité de cette future monnaie, il avait entamé des négociations avec l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, le Ghana et le Nigeria pour envisager des accords de parité ou de nouvelles zones monétaires. Voilà un monsieur qui a une vision pour son pays. Et ce que nous assistons aujourd'hui au Togo, comparativement à la vision du président démocratiquement élu et père de l'indépendance de notre pays, le Togo, ce que nous voyons aujourd'hui, avec ce système de père en fils dans notre pays, n'a rien à voir avec la vision de notre père de la nation. Olympio avait réussi à atteindre l'équilibre budgétaire sans l'aide française. Je dis bien, il avait réussi à atteindre l'équilibre budgétaire sans l'aide française, renforçant sa conviction que le Togo
pouvait gérer sa propre monnaie de manière autonome. Et le 13 janvier 1963, soit seulement 2 jours avant la signature prévue des accords de retrait de la zone franc, ou le lancement officiel de la nouvelle monnaie. Et c'est par la voyoucratie et la délinquance d'État que tout cela a été stoppé. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, notre pays, le peuple togolais souffre à cause d'une famille qui a installé des individus sans foi ni loi à la tête de notre pays. Et jusqu'à présent, Sylvanus Olympio est toujours et repose à Agoué, sur le territoire béninois. Anciennement appelé Dahomey, il se repose dans son village natal d'Agoué. Voilà un monsieur qui voudrait du bien pour son pays, qui a été abattu comme un animal, sans résistance. Ils l'ont trouvé seul dans la voiture. Ils pouvaient l'arrêter, mais ils l'ont abattu. Ce qui signifie que ceux qui nous gouvernent ne sont pas des gens qui ont un cœur. Ceux qui nous gouvernent l'ont démontré. À partir de l'assassinat de Sylvanus Olympio, qu'ils sont des criminels, qu'ils sont des assassins, et qu'ils sont prêts à anéantir tout Togolais qui voudrait s'opposer à leur pouvoir. C'est cela la vérité. C'est cela qui démontre la violence d'État que ce système utilise pendant très longtemps pour anéantir tout Togolais en utilisant la force armée pour s'imposer depuis plus de 60 ans. 60 ans de gouvernance chaotique. 60 ans de diète noire. J'entends pas diète noire. L'assassinat de Sylvanus Olympio. L'assassinat de Tavio Amora. L'assassinat d'Atuche Agbobli. L'assassinat de Edé Gaston. L'assassinat de M. Bruce, l'ancien directeur de cabinet de Monseigneur Boudreau. M. David Bruce, qui a quitté sa maison pour se rendre au boulot. Ce monsieur a été kidnappé. Sa voiture est restée dans la rue. Ce monsieur a été kidnappé. Et jusqu'à présent,
On ne sait pas. Depuis 1980, je pense vers 1993, et jusqu'à présent, ce monsieur n'a pas été retrouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce monsieur? Personne ne le sait. J'entends pas diète noire. L'attaque de Soudo contre le convoi de Jécris Olympio. J'entends pas diète noire. Le renversement de la 4e République par des individus sans foi ni loi. Et le renversement de la constitution togolaise. J'entends pas diète noire. Les arrestations arbitraires. Les intimidations politiques. Les tortures. Les violences d'État contre les femmes. Les viols perpétrés contre les femmes. La voyoucratie d'État érigée en mode et institutionnalisée dans notre pays. Les détournements de deniers publics. La prévarication. J'entends pas diète noire. Les tueries de bains, de la lagune de bains, le massacre de Fleur au Jardin. Tout ce que je suis en train de numérer justifie la souffrance du peuple togolais. La chasse à l'homme organisée et institutionnalisée par Fonia Singbe et sa clique au pouvoir, qui consiste à faire fuir du pays des citoyens qui ne cherchent que le changement dans leur pays. Pourquoi? Pourquoi notre pays doit vivre ces genres de choses? À cause d'un seul individu qui veut à tout prix garder le pouvoir. En toute société, le peuple reste le noyau de tout développement économique, social et culturel, politique. Et un respect particulier doit lui être donné. Parce que, du dernier manœuvre jusqu'au président de la République, l'égalité de droit doit être de mise. Fonia Sibé doit savoir qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Et toi, peuple qui m'entend aujourd'hui, nous qui sommes dans cette lutte, nous n'avons jamais baissé les bras. Et tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas te décourager. Parce que tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à être traité comme un esclave. Aujourd'hui, le président démocratiquement, le premier président démocratiquement élu, le père de l'indépendance et le père de la nation, sa dépouille, son tombeau, est toujours au Bénin, dans son village natal d'Agoué. Et pourquoi
M. Sylvanus Olympio n'a pas été enterré au Togo. Cela s'explique par les circonstances politiques et familiales tragiques de l'époque. Agoué est une cité historique, à cheval entre le Bénin et le Togo, marquée par un héritage culturel unique. Cet endroit qu'on appelle le berceau des Agoudas. Agoué est l'un des principaux foyers de la communauté Agouda. Ses descendants d'anciens esclaves revenus du Brésil. Et cette influence se reflète encore aujourd'hui dans l'architecture coloniale. Et les noms comme Olympio, de Souza, d'Almeida. Ceux-là qui ont lutté, ceux-là même qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Peuple togolais, mes chers compatriotes, notre pays a eu la chance d'avoir ce président qui a eu une vision pour notre pays, mais qui a été assassiné. Assassiné. Et aujourd'hui, regardez l'état de notre pays. Gouverné pendant 60 ans. 60 ans sans développement. Le pays est endetté jusqu'aux os. Et ce n'est pas en observant, ce n'est pas être assis que nous gagnerons ce combat. Parce que ce combat n'est pas pour certains, mais c'est pour tout le peuple togolais. Si nous ne mettons pas fin à ce régime, je peux vous dire aujourd'hui, droit dans les yeux, que nous courons vers une monarchie au Togo. Je répète, que si nous ne nous mobilisons pas avec patriotisme et détermination pour stopper ce système, nous courons droit vers une monarchie de succession des Gnassingbé dans notre pays, le Togo. Je vous le dis. Et je vous dirai pourquoi ce système constitue une menace pour le développement, l'harmonie et la cohésion dans notre pays. Je n'ai pas fini de citer les dates clés. Je citerai également le soulèvement du 5 octobre 1986. Une insurrection populaire déclenchée par des étudiants à Lomé, qui a forcé le régime à accepter le multipartisme. Je vous dirai dans cette vidéo pourquoi aujourd'hui nos étudiants n'arrivent pas à agir pour le changement dans notre pays. Les dates clés, je continue. La conférence nationale souveraine de 1991, qui a instauré une transition démocratique et une nouvelle constitution adoptée en 1992
de 99% par les Togolais, limitant le mandat présidentiel. Avec stratégie et dévouement. Je pense que l'âge aussi devient pour vous un frein pour cette lutte. Je sais que vous dites, oh, moi je suis en âge aujourd'hui, j'ai 74 ans aujourd'hui, Fort Gnassingbé n'a qu'à rester là, parce que dans 6 ans j'aurai 80. Qu'est-ce que je peux faire à l'âge de 80? Voilà. Je pense que ça aussi, vous prenez cela comme un frein. Au lieu de choisir des jeunes pour remplacer la direction de vos partis, vous restez là jusqu'à ce qu'un jour, vous aussi, vous quittez cette terre. Et maintenant, quand vous quittez, vos partis deviennent, je ne sais pas, ces partis deviennent, je ne sais pas. Ces partis deviennent divisés, des guerres fratricides. Au lieu aujourd'hui que vous preniez l'initiative de renouveler la direction de vos partis par des jeunes vaillants, vous préférez rester là. Je suis maire, je suis sénateur, je suis conseiller de la mairie du Golfe 3, du Golfe 4, du Golfe 5. Je suis gouverneur. Donc le peuple, vous ne calculez plus le peuple. C'est-à-dire que c'est votre intérêt qui prévale. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Parce que ce système a verrouillé tout dans le pays. Et vous pensiez que, bon, vous n'avez pas la force de déverrouiller toutes ces choses. Donc, si vous n'avez plus la force nécessaire à cause de votre âge que vous avez, choisissez des jeunes qui sont aujourd'hui capables à même de mener cette lutte jusqu'à la victoire. Au lieu de rester là et que tout est verrouillé dans le pays et que les élections ne le feront pas partir, donc vous pensiez que vous n'avez plus des leviers. Pour mener le changement dans le pays. Peuple togolais, toutes ces choses que je viens d'énumérer vous interpellent aujourd'hui. Cela vous interpelle. Et vous devez agir. Aujourd'hui, les chefs traditionnels n'ont plus de pouvoir dans ce pays. Or, normalement, avant, ces chefs sont des acteurs clés. En 1990, les chefs traditionnels, tous sont des acteurs clés de la gouvernance locale. Mais ce système a verrouillé ce secteur. En lançant en
en 2025 une vaste réforme pour, soi-disant, moderniser et recenser la chefferie. Et ce qui a renforcé l'influence de l'administration centrale sur ces autorités coutumières, souvent perçues comme des relais. Ils sont aujourd'hui des relais du pouvoir de Faure Gnassingbé. Ce système a installé un système de fracture générationnelle. Et si nous ne nous levons pas aujourd'hui, ces fractures-là vont atteindre des générations en génération dans notre pays. Voilà ce que nous vivons au Togo. Aujourd'hui, tout est pourri dans le pays. L'éducation, un échec total. Nous avons aujourd'hui un accès limité à une formation technique de nos jeunes. Le taux de chômage est élevé chez les jeunes diplômés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons vivre des choses comme ça dans notre pays si notre pays a des ressources qui peuvent aider au développement et à la croissance dans notre pays? Précarité au plan économique, précarité au plan politique, précarité au plan culturel, précarité au plan social. Tout est précaire dans le pays. Le secteur privé, qui est le moteur potentiel de changement, est entravé par une fiscalité jugée trop lourde et des difficultés d'accès au crédit. Ce qui limite l'émergence d'une classe moyenne indépendante du pouvoir politique. La dette publique est élevée. 4 milliards 280, plus de 4 milliards 500 de dettes. Et c'est cela qui restera les marges de manœuvre du gouvernement pour répondre aux attentes sociales croissantes de notre pays. Regardez tous ces pays qui nous entourent. Pourquoi ces pays se développent? Il y a certains même qui n'ont pas les ressources que nous avons au Togo, mais qui se développent. Faure Gnassingbé préfère utiliser cet argent pour sa sécurité, payer les lobbies extérieurs pour polir son image. Tout est fracturé dans le pays. Fracture socio-économique. Aujourd'hui, la population, une grande partie du Togo, une
une grande partie de la population togolaise est face à la pauvreté aiguë, au chômage et à la hausse du coût de la vie. Nos jeunes qui veulent entreprendre quelque chose n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de financement. Et ils rencontrent des difficultés économiques combinées à un accès limité au financement pour le secteur privé dans notre pays, exacerbant le mécontentement et les tensions sociales dans notre pays. Des gens se suicident dans ce pays. Je ne voudrais même pas parler du syndicat. Le syndicalisme au Togo, je ne sais pas, complètement politisé, comparé aux syndicats que nous avons connus en 1990, 91, 92. Ces syndicats à la tête desquels se trouvent des leaders convaincants, des leaders charismatiques, comme Adombe Pape, Pierre Komi Dagba, Monsieur Bénisson, Tété Bénisson, et autres encore, qui ont lutté dans ce pays. Aujourd'hui, les syndicats sont devenus des seuls marchands du RPT unir, politisés. Les syndicats sont contrôlés par le régime. Ils ont même utilisé des lois pour supprimer l'indépendance syndicale. Pour soi-disant des raisons de stabilité politique et de consolidation du pouvoir. N'importe quoi. N'importe quoi. Et nous voyons toutes ces choses, au lieu que nous trouvions des moyens, des voies et moyens pour contrecarrer ce système, on est là à nous dire, ok, et il a déclaré que papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir et que les élections ne feront jamais partir ce système. Et donc, ça veut dire que vous n'avez plus les leviers. Dites-le publiquement au peuple que vous ne pouviez plus rien faire. Et le peuple comprendra qu'aujourd'hui, nous n'avons plus une opposition politique au Togo. C'est ça. Aujourd'hui, nous assistons à ce qui s'était passé en 1968, où les syndicats indépendants ont été dissous et fusionnés au sein d'une centrale syndicale unique qu'on appelle la Confédération nationale des travailleurs du Togo, CNTT. Elle-même intégrée au parti unique de l'époque, le Rassemblement du peuple togolais. Où les syndicats indépendants ont été dissous. Aujourd'hui, les syndicats n'existent plus au Togo. Nous vivons dans le... C'est-à-dire... Non. Or, en 1990, les syndicats ont joué un rôle crucial dans le mouvement de la démonstration, organisant des grèves générales
et des manifestations pour réclamer le multipartisme et la fin du régime militaire. Aujourd'hui, ces syndicalistes sont devenus des jouets pour Faure Gnassingbé. C'est ce qui a renforcé la force de ce système. Parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir au Togo. Hein? Et ce système continue de réprimer l'activité syndicale indépendante par des interdictions de manifester, des arrestations des leaders des syndicats et des poursuites judiciaires. Une pression constante qui oblige les syndicats à se positionner sur le terrain politique pour défendre le système MPT uni. Donc Faure a utilisé une guerre froide pour verrouiller tout ce qui peut compromettre son pouvoir. Et notre opposition traditionnelle est là, avec des leaders qui ont toujours des gueules, mais qui n'arrivent pas à actionner. Leur politique de résistance contre ce système. C'est ça. Les syndicats sont inexistants. La chefferie traditionnelle au Togo, inexistante. Parce qu'ils n'ont plus de pouvoir politique formel. Nos chefs traditionnels n'ont plus de pouvoir politique formel en raison d'un transfert progressif de l'autorité vers des institutions étatiques modernes, comme ils le disent. Aujourd'hui, les préfets ont l'autorité sur les chefs, les maires ont l'autorité sur les chefs, le gouvernement central a désorienté tous ces chefs-là, les a démobilisés, les a fractionnés, les a dépouillés de toute leur force, de toute leur autorité. Aujourd'hui, on impose à nos chefs un devoir de neutralité politique. Ces chefs ne peuvent pas officiellement prendre parti pour des partis politiques ou influencer les votes ou faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien dire. Ce qui limite considérablement leur capacité d'action politique directe. Nous n'avons pas connu ça en 1990. Faure a eu le temps de tout verrouiller pour rester à vie au pouvoir, au vu et au soin et à la bénédiction de certains partis politiques dans notre pays. Sinon, pourquoi malgré toutes les actions que nous menons, tous les appels qu'on leur fait, ils n'arrivent pas à nous répondre pour que nous puissions travailler ensemble pour apporter le changement aux Togolais. Et à chaque fois, ce gouvernement despotique rappelle fréquemment à ses chefs cette obligation cette obligation-là de ne plus s'ingérer
politique dans notre pays. Certains chefs cantons même ont déjà été suspendus pour avoir mis en place des organisations illégales ou pris des positions partisanes. Le gouvernement les a suspendus. C'est ce qu'on appelle une domination aveugle de l'exécutif. Une domination aveugle de l'exécutif qui consiste à concentrer entre les mains d'un individu le pouvoir à renforcer le pouvoir du Premier ministre, du Conseil des ministres. Cette domination consiste à marginaliser le rôle même de ce qu'ils ont fabriqué comme président de la République. Un pot de fleurs, un momie. C'est ça. Et cela illustre cette centralisation du pouvoir d'État dans les mains du Premier ministre, du Conseil des ministres. Aujourd'hui, ce n'est plus par voie coutumière que les chefs sont choisis. C'est l'État togolais qui s'arroge ce droit aujourd'hui sur la nomination des chefs traditionnels dans notre pays. Et avant même qu'on te nomme comme chef, il doit faire des enquêtes sur toi. Il doit filtrer le candidat et de s'assurer de sa loyauté au chef, au Premier ministre du Conseil des ministres. Avant que ce chef ne soit nommé, ils doivent être sûrs de la loyauté de cet individu au Premier ministre du Conseil des ministres. Regardez-moi ça. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme le Togo? La société civile. Attaquons la société civile. Aujourd'hui, la société civile au Togo est complètement affaiblie. Et cela s'explique par un verrouillage juridique sans précédent. Une répression accrue des mouvements citoyens et une surveillance numérique systématique par ce gouvernement. Ça veut dire que même la société civile n'a même pas de voix dans le pays. La perte de pouvoir total de la société civile. Ce système a durci le cadre légal de la société civile dans notre pays. Si vous vous souvenez, le 24 décembre 2025, un nouveau projet de loi relative à la liberté d'association au Togo a été adopté en Conseil des ministres. Et ce texte vise à instaurer un cadre plus restrictif de la société civile, des ONG et associations, renforçant le contrôle administratif sur les activités de la société civile dans notre pays et des organisations non gouvernementales et associations dans notre pays. Tout est cadenassé. Et c'est dans ce contexte que quelqu'un nous dit que le Premier ministre
du Conseil des ministres a dit que mon père m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Donc je voudrais faire comprendre au peuple togolais que nous ne pouvons rien faire pour faire partie Faure Gnassingbé. Mais c'est cela qu'il nous a dit indirectement. C'est cela qui nous dit indirectement que Faure Gnassingbé a déclaré que papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Donc, ce leader voudrait juste nous dire que nous ne pouvons rien faire pour faire partie Faure Gnassingbé. Donc, ce qui veut dire le pourquoi il n'arrive pas à nous répondre lorsqu'on leur lance un appel pressant pour qu'on s'unisse pour faire ce combat ensemble. C'est ce qui nous dit indirectement que papa m'a dit, Faure Gnassingbé nous a dit, papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Donc même les élections ne peuvent pas le faire partir. Donc, je voudrais vous dire, peuple togolais, que nous ne pouvons rien faire contre ce monsieur. C'est ça. Donc, il vous dit indirectement qu'il revient à toi, peuple, de se lever. Sinon, eux, ils ne feront rien du tout. Ils vont juste se contenter des mairies, du Sénat, être conseiller municipal quelque part, ça me suffit. D'ailleurs, même je suis en mon âge, ça dit que je n'ai plus de force comme avant. Je suis avancé en âge. Voilà. Voilà la vérité, peuple togolais. Voilà la vérité. C'est cela. Il vous a dit indirectement que moi là, je ne sais pas ce que je vais faire pour faire quitter Faure. Malgré nos appels à l'unité, à la convergence, il n'arrive pas à nous répondre. Il y a un autre qui sort chaque 31 décembre et fait un discours avec des gros mots. J'ai nommé Tiki. Lui, il ne fait que faire des discours. Je vais couper la tête du serpent. 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 Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à couper la tête du serpent. 20 ans. On n'a pas coupé la tête du serpent. 20 ans. Et maintenant, on renverse une république. On installe un régime parlementaire où on condense le pouvoir d'État entre les mains d'un individu, un individu médiocre, un individu incapable de gouverner un pays. Et on nous dit encore, je vais couper la tête du serpent. Et c'est comme ça qu'on continuera, et il fera encore 20 ans là-bas. De la société civile au Togo est limité par une stratégie de neutralisation. Je dis bien une stratégie de neutralisation systématique combinant des verrous juridiques, une précarité financière et une intimidation physique. C'est ce que ce système a adopté contre la société civile dans notre pays. La société civile n'a aucune force au Togo actuellement. C'est ça. Le contrôle administratif sur toutes les institutions de la République. Parce qu'on a condensé le pouvoir entre les mains du pharaon. Ce système utilise la bureaucratie sauvage comme un levier de pression
contre la société civile et les citoyens de notre pays. Même ils ont maintenant le contrôle sur les fonds. Parce que la nouvelle loi de décembre 2025 sur les associations au Togo impose une traçabilité stricte des financements extérieurs permettant à l'État de couper des vivres aux ONG et aux sociétés civiles et à la société civile et aux organisations non gouvernementales qui sont gênants dans le pays. Voilà. Je vous dis, le système parlementaire, c'est de la dictature pure. C'est maintenant même qu'on a renforcé la dictature de Faure Gnassingbé. Tout est verrouillé dans le pays. Il contrôle tout dans le pays. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ils ont créé une organisation qu'on appelle Gongos, qui est une organisation non gouvernementale financée par le gouvernement. Et cette organisation et cette organisation s'exprime dans les médias pour soutenir les réformes officielles, brouillant ainsi le message des véritables contre-pouvoirs dans le pays. C'est ça, ils ont créé cette organisation. Je ne sais pas si certains sont au courant de cette organisation qu'on appelle Gongo, ONG Gongo. Hey! Voilà ce que nous vivons au Togo. Ils ont verrouillé tout. L'église même n'a plus d'importance dans le pays. Il n'a même pas la voix pour dire quoi que ce soit. L'église catholique que nous connaissons historiquement, qui a la force religieuse dans ce pays, le gouvernement a renforcé sa surveillance sur les discours religieux pour éviter qu'ils ne deviennent des foyers de contestation dans le pays. Donc ils sont régulés. Il y a une régulation actuellement des prédications. Parce que le ministère de l'administration territoriale veille à ce que les messages religieux ne glissent pas vers l'incitation à la révolte. Tout est incitation à la révolte dans le pays. Tout est incitation à la révolte. Malgré le poids social des églises dans notre pays, les leaders religieux font face à des limites. Je vous dis que ce système parlementaire a renforcé la dictature de Faure Gnassingbé. C'est ça. C'est cela. L'Union musulmane du Togo. Voilà. Eux, ils entretiennent généralement des relations cordiales avec le pouvoir. Le régime met souvent en avant cette entente pour promouvoir une image de tolérance religieuse et de stabilité sociale. Parce que l'Union des musulmans a fait allégeance au chef
du gouvernement, du conseil des ministres. On peut tuer aujourd'hui un musulman. Oh, ça ne nous regarde pas. On peut arrêter aujourd'hui un prêtre, un évêque, on le met en prison. Rien ne se passera. Les pasteurs sont devenus des lèche-culs pour Fonia Sibé. Même s'il y a des problèmes au niveau des pasteurs dans des églises au Togo, au lieu qu'ils arrivent eux-mêmes à régler leurs problèmes, on amène ces problèmes à Fonia Sibé de régler cela. Vous voyez comment les gens se sont, c'est-à-dire que se sont dévalués, rabaissés dans ce pays. L'Église n'arrive pas à régler des conflits internes au sein même de la mouvance pastorale. Ils n'arrivent pas à régler leurs mésententes. On transporte ces litiges et ces conflits à la présidence de la République et on demande au pharaon de régler leurs problèmes. Donc aujourd'hui, l'Église évangélique et la communauté musulmane au Togo est entre neutralité et soutien au président, au premier ministre du Conseil des ministres. C'est pourquoi vous verrez des pasteurs soutenir ce système et organisent des séances de prière pour les diables de ce système. Comment est-ce que vous pouvez prier pour un système satanique? Comment est-ce que vous pouvez prier, organiser des prières pour que Dieu continue de soutenir ce qui n'est pas bon? Pour que Dieu continue de protéger ceux qui tuent un peuple, ceux qui maltraitent les citoyens, ceux qui volent l'État, ceux qui sont dans la prévarication, ceux qui sont dans des dénis de droit, dans des dénis de justice. Voilà. Maintenant, attaquons les lobbyistes internationaux du gouvernement togolais. Au lieu que ce gouvernement utilise l'argent pour créer des emplois pour les jeunes, ce système débourse des milliards pour du lobbying, pour le make-up de Fonia Sibé, pour l'image de Fonia Sibé. Donc, ce système utilise des cabinets de conseil et de lobbying internationaux pour polir l'image du Premier ministre du Conseil des ministres à l'étranger. Des milliards. Ils utilisent du lobbying pour attirer des investisseurs et des investissements dans notre pays et maintenir des relations diplomatiques stratégiques. Particulièrement où, vous serez étonnés, à Washington. Particulièrement à Washington. Donc ceux qui pensent qu'un jour, Donald Trump va décider que, ok, Fonia Sibé, ça suffit comme ça, quitte le pouvoir, vous rêvez.
vous rêvez. Il faut sortir de cette rêvasserie. Parce que c'est le combat patriotique. Notre lutte patriotique qui fera partir Fonia Sibé. Donald Trump ne fera rien du tout aux Togolais. Vous me comprenez? Ceux qui, ça dit que, sont dans la rêvasserie, sortez de cette rêvasserie-là. Parce que Fonia Sibé utilise des milliards pour protéger son pouvoir. Et voici les principaux acteurs et cabinets du lobbying que Ford utilise. Donc, le lobbying à Washington, donc ils utilisent du lobbying, des gens qui ont des pouvoirs pour polir l'image du dictateur Fonia Sibé. Donc ces bureaux sont ici et ils utilisent des milliards pour convaincre le gouvernement américain à fermer les yeux sur les dérapages du système hyperthéonique. Donc, cela consiste à renforcer les liens avec l'administration américaine et attirer des investisseurs dans notre pays. Et surtout pour polir l'image de Fonia Sibé. Donc, il y a une organisation qui s'appelle Yorktown Solution que Fonia Sibé utilise. C'est une organisation de lobbying que Fonia Sibé utilise. En janvier 2025, la Chambre de commerce du Togo a signé un contrat de 360 000 $ avec ce cabinet dirigé par un certain Daniel Votich, un expert républicain en politique étrangère. Donc l'objectif est de faciliter l'investissement américain au Togo et de polir l'image de Fonia Sibé. C'est ça. Polir l'image de Fonia Sibé. Et demander à ces lobbyistes de tout faire pour contrecarrer tout ce que l'opposition à l'étranger, contrecarrer la diaspora togolaise qui dénonce son système. Voilà. C'est ça. Donc en avril aussi, en avril 2024, le gouvernement a également sollicité des services d'un cabinet de relations publiques américain dont le nom spécifique est souvent gardé confidentiel sous des contrats de conseil. Donc, cela consiste à améliorer la gouvernance de Fonia Sibé et la perception auprès des décideurs politiques à Washington. Donc, voilà, c'est pourquoi tout ce que nous avons fait, tous ces efforts que nous avons faits au niveau de l'exécutif du Congrès américain ici, au niveau des Nations Unies, bien entendu, certains ont été appliqués, mais certains ont été étouffés. Parce que Fonia Sibé utilise des milliards pour son lobby. Donc, il y a une autre organisation qui s'appelle Commonwealth Enterprise and Investment Council. Sa définition, son sigle, c'est CWEIC. CWEIC.
Commonwealth Enterprise and Investment Council. Donc, depuis l'adhésion du Togo au Commonwealth, cet organisme joue un rôle de lobbyiste économique malgré la corruption, malgré les détournements de deniers publics. Cette entreprise